Les 60s, l'âge d'or de la croissance et de la libération des mœurs. Les conflits sont devenus politiques, la guerre froide tétanise le monde et les budgets militaires atteignent des records dans tous les pays. À New York, Andy Warhol invente le pop art. Marilyn Monroe meurt dans des conditions mystérieuses, loin de la famille Kennedy. Les Stones s'éclatent avec leur album Satisfaction et 4 jeunes musiciens britanniques déchaînent les premières hystéries collectives. Le rêve de Méliès est devenu réalité, les téléspectateurs retiennent leur souffle. Le 21 juillet 1969, Neil Armstrong est le premier homme à marcher sur la Lune. L'engouement du public pour la télévision ébranle Hollywood, qui réagit en lançant des films à grand spectacle. Ben-Hur, Le Cid, Laurence d'Arabie, Cléopâtre, fiasco total. John Wayne, la légende du western, meurt sans son revolver. Il arrive parfois que la relation qui se tisse entre un réalisateur et son actrice fétiche donne au cinéma ses plus grands moments, même lorsque leur collaboration tourne au cauchemar. Né le 13 août 1899 à Londres, influencé par les grands mouvements cinématographiques de l'époque et surtout l'expressionnisme allemand, tout chez Alfred Hitchcock se ramène non à la technique, mais à la forme, aux formes en fait. Ces sujets n'ont d'existence que par la construction visuelle qu'il leur donne. Construction est bien le maître mot qu'on peut lui associer. Toute sa vie, il n'a fait que bâtir un monde autour de lui où rien ne transpirait, à construire des films où rien n'était laissé au hasard. How do you do? I'm Alfred Hitchcock. Rares sont les réalisateurs si discrets sur leur vie intime qui se soient autant dévoilés sans pudeur dans leurs films qu'Alfred Hitchcock. C'est par l'image qu'il donne de ses actrices qu'il se révèle. Fragile et offerte, la Kim Novak de Vertigo devient mystérieuse et sulfureuse. Déesse magnifique et intouchable, Grace Kelly sublime l'archétype de la femme dans Fenêtre sur cour. Doris Day, plus proche et accessible, incarne la femme américaine dans L'homme qui en savait trop. Ingrid Bergman, femme débauchée et perdue, retrouve sa dignité dans Les Enchaînés. Toutes ont été les femmes d'Alfred Hitchcock. Une seule a causé sa perte. In that window on the second floor, the single one in front. That's where the woman was first seen. Let's go inside. En 1960, après le succès international de Psychose, ma renommée et ma fortune sont définitivement assurées. You see, even in daylight, this place still looks a bit sinister. Now, it was at the top of these stairs that the second murder took place. Un contrat avec les studios Universal me garantit des conditions de création Here's the woman's room, still beautifully preserved. et une liberté de travailler sans limite. And the imprint of her figure on the bed where she used to lay. Bathroom. Pourtant, depuis cette année et jusqu'à ma mort, le 29 avril 1980 à Bel Air, Californie, je n'ai fait que 6 films. 6 films, là où j'en ai tourné plus de 60 en 20 années de carrière. Tout cela à cause d'une passion destructrice qui allait profondément m'affecter. Son nom, Tippi Hedren. Tippi fut la dernière femme que j'ai fantasmée à l'écran. Elle joua pour moi dans Les Oiseaux, puis dans Pas de printemps pour Marnie. Ces thrillers développent la plupart des problématiques qui me touchent.
la fragilité des relations humaines et leurs rapports funestes, la peur de l'autre, l'isolement sentimental et la sexualité refoulée. La dépendance à la mère possessive et les frayeurs de l'abandon. Mais pour mieux comprendre tout cela, laissez-moi vous parler de mon enfance. Fils d'un commerçant de volailles de l'Essex, ma vie était semblable à celle de n'importe quelle autre famille de cockneys catholiques. Alors que j'avais à peine 6 ans, je fis quelque chose que mon père considéra comme répréhensible. Il m'envoya au commissariat de police du coin avec un mot. Le policier de service le lut, puis m'enferma dans une cellule pendant 5 minutes en disant « Voilà ce qu'on fait aux méchants garçons. » Je n'ai depuis lors reculé devant rien pour éviter l'arrestation et l'emprisonnement. Et à vous, jeunes gens, mon message est le suivant, évitez la prison. Le ressort psychologique caché de l'innocent injustement accusé d'un crime est un thème qui m'a toujours fasciné. Allez savoir pourquoi. On retrouve ce ressort dans L'homme qui en savait trop, où James Stewart et Doris Day jouent 2 Américains en vacances au Maroc. Leur fils est kidnappé et ils se retrouvent impliqués dans une histoire d'espionnage international. Il est clair, cependant, que l'origine de la terreur qui me hante remonte principalement à mes années d'enfance. J'avais 5 ou 6 ans. C'était un dimanche, seul jour où mes parents ne travaillaient pas. Ils m'ont couché et sont allés se promener pour respirer un peu d'air frais. Ils étaient certains que je dormirais jusqu'à leur retour. Mais, par malheur, je me réveille. J'appelle et personne ne me répond. Il fait nuit autour de moi. En tâtonnant, je me lève, j'erre dans la maison vide et plongée dans les ténèbres, arrive dans la cuisine et trouve un morceau de viande froide que je mange en l'arrosant de mes larmes. L'anecdote révèle, outre la crainte de l'obscurité et de l'abandon, que la boulimie peut constituer un rempart contre la solitude. J'en suis la preuve vivante. Plus tard, en fréquentant assidûment les salles obscures, je cherchais à résoudre les problèmes d'une adolescence inquiète. Les films de Griffith m'impressionnèrent beaucoup. Je trouvais qu'ils étaient techniquement supérieurs aux nôtres. Ayant étudié la photographie, j'avais remarqué que les Américains utilisaient le contre-jour. Cette technique ajoutait à la présence dramatique des comédiens et donnait l'illusion de la profondeur de champ, alors même que l'image était encore loin d'être au point. Le crime m'a toujours fasciné. À mon sens, c'est un problème proprement anglais. Les Britanniques sont grands amateurs de littérature policière, goût qui doit remonter à Conan Doyle. Well, the murderer, you see, crept in here very slowly. Of course, the shower was on, there was no sound. And À Londres, par exemple, il existe un club dont les membres se réunissent pour déjeuner dans un salon privé à l'issue de chaque grand procès, à seule fin de revoir toute l'affaire en compagnie de l'avocat général et de l'avocat de la défense. Saviez-vous que les péripatéticiennes d'alors annonçaient leur spécialité par la couleur de leurs chaussures? Un homme savait qu'elle faisait telle ou telle chose si ses talons étaient rouges.
tel autre s'ils étaient bleus. Moi, je trouve ce détail tout à fait fascinant, pas vous? Ces influences sont visibles dans L'Inconnu du Nord Express. Une situation machiavélique, un train et deux hommes qui décident de s'associer pour commettre l'un pour l'autre le meurtre parfait. Like you and I. No connection between them whatsoever. Each one has somebody that he'd like to get rid of. So, they swap murders. Fantastic, isn't it? À l'orée de l'âge adulte, l'existence tranquille d'Alfred Hitchcock va brusquement changer. Une société américaine, la Famous Players Lasky, s'installe à Londres. Hitchcock y est engagé comme dessinateur de titres à mi-temps. De 1921 à 1925, il devient successivement scénariste, décorateur, puis assistant réalisateur. C'est au contact du cinéaste George Fitzmaurice qu'il apprend à être attentif à la justesse psychologique de ses intrigues, à dessiner tous ses films plan par plan et à surveiller avec un soin jaloux l'édification de ses décors. Méthode qu'il employa tout au long de sa carrière. All right, enough. Easy, I'll take care of you. Won't. I'd just as soon kill you as kill him. L'année 1924 fut un véritable tournant dans la vie artistique d'Alfred Hitchcock. Travaillant en Europe pour Michael Bacon, le producteur de ses plus grands succès anglais, il rencontre les techniciens et les cinéastes allemands, notamment Friedrich Murnau, le réalisateur de Nosferatu. De ce courant expressionniste et révolutionnaire, j'appris comment concentrer un maximum d'expression dans chaque image. User efficacement des oppositions d'ombre et de lumière et souligner le rapport dynamique qui unit les personnages au décor. J'ai vu comment on pouvait installer le trouble dans l'esprit du spectateur, en ayant recours à des angles de prise de vue subtilement décalés. Dans tous les meilleurs films allemands de l'époque, il n'y a pas un plan qui n'évoque l'angoisse, la menace, le dérèglement mental. Ce sont ces qualités typiquement expressionnistes qui transparaissent dans les séquences les plus réussies de mes films en noir et blanc ou celles des fausses perspectives dans Vertigo. Vertigo. Un matin, Alma et moi étions en train de regarder le film à la télévision lorsque je remarquai une publicité présentant une blonde séduisante qui traversait l'écran en souriant et se retournait gentiment vers un petit garçon qui l'avait sifflé de manière admirative. L'ironie veut que cette publicité ait été pour une boisson de régime appelée Seago. Ce n'était pas le produit qui m'intéressa, mais la blonde. With all known vitamins and minerals, plus 10% more protein. With Seago, you feel refreshed, exhilarated. Seago helps you tone up as you slim down. Work slick as a whistle. Feel better. Feel younger. Have the figure you want. See the pound go. With Seago. With Seago. At food stores now in your favorite flavors. Il paraît que c'est lorsqu'il me vit dans cette publicité qu'Alfred Hitchcock décida de me prendre sous contrat pour 7 ans. Je n'ai jamais cherché à devenir actrice et encore moins vedette de cinéma. Je ne l'avais jamais envisagé pour moi. Je suis mannequin et je suis allée à Los Angeles pour obtenir de meilleurs engagements. Cette proposition m'était apportée sur un plateau. C'était, semblait-il, une opportunité fascinante. J'imaginais qu'il voulait des gens comme moi, des mannequins sans expérience de comédienne, pour sa série télévisée.
J'avais vu ses films, bien sûr, et sa vision de la femme était pour le moins stéréotypée. Toutes ses héroïnes sont blondes, froides et distantes. Elles excitent l'intelligence et l'imagination avant l'émotion et le désir. Chez elles, la chevelure blonde représente la fixation érotique ultime. Je devais correspondre à ce cliché. Pour lui, la Britannique et la Suédoise peuvent avoir des allures d'institutrices, mais quand elles se débrident, elles sont tout à fait stupéfiantes. Les femmes qui dévoilent peu à peu leur sexualité me paraissent plus intéressantes que celles qui vous la brandissent sous le nez, genre Marilyn Monroe, que je trouve triviale et sans mystère. Pour moi, une histoire est bien plus palpitante quand la sexualité ne s'y découvre que graduellement. Quand vous êtes à l'arrière d'un taxi avec une femme pareille, tout peut arriver. Hitchcock avait besoin de tout contrôler, même ce qui ne le regardait pas. La femme avec un F majuscule devait passer entre ses mains avant de correspondre à son fantasme. Comme pour Grace Kelly, dont le départ pour Monaco l'avait profondément touchée, Hitch dépensa une fortune pour ma garde-robe professionnelle et privée sur le tournage des Oiseaux. Et c'est à moi que revint le rôle cauchemardesque de Mélanie Daniels. Jour après jour, je devenais sa chose. Je l'avais tirée de l'obscurité. J'allais en faire une star. Elle devait m'être reconnaissante. Je lui disais quoi porter pendant ses loisirs, ce qu'elle devait manger, quels amis elle devait voir. Je me mettais en colère si Tippi ne me demandait pas la permission d'aller rendre visite à des amis. Il y avait beaucoup de moi dans le scénario, et comme Mitch, le personnage du film, je vivais les troubles fragiles d'une relation amoureuse. They're coming! They're coming! Jour après jour, pendant une semaine, Tippi était seule dans la pièce transformée en cage et jouait face à ces oiseaux qui fonçaient sur elle. Avec les changements de costume, de maquillage et tout le sang, elle ne pouvait même pas aller déjeuner à la cantine. Elle vivait avec ça chaque heure du jour. Je ne comprends vraiment pas comment elle faisait. Mais si elle a accepté tout cela, il doit bien y avoir une raison, non? Pourtant, au fond de moi, je sentais que quelque chose se brisait. L'équipe s'expliquait mon comportement inhabituel par la difficulté de réalisation du film. Mais les raisons étaient bien plus profondes. Hitchcock, réalisateur méticuleux et sensible, se donnait pleinement dans chaque scène et y faisait entrer beaucoup d'émotions. Il était capable de faire n'importe quoi pour obtenir de moi telle ou telle réaction. Je savais que ce n'était pas la première fois qu'il murmurait des commentaires terriblement obscènes juste avant que la caméra ne démarre, de façon à ce que je sois la seule à pouvoir l'entendre. Mais je décidai de les ignorer. Il tenta même, pendant les répétitions, de me faire avaler des martinis. J'avais toujours entendu dire que c'était son idée de prendre une femme, habituellement une blonde, et de la mettre en morceaux pour briser sa timidité et sa réserve. Mais je croyais que c'était seulement dans ses films. Marnie is a very difficult picture to classify. It is not Psycho, nor do we have a horde of birds flapping about and pecking at people willy-nilly. Marnie was going about her own business like any normal girl. Happy, happy, happy. Suddenly into this colorful life comes Mark. At first he didn't know what to make of Marnie. She does seem a rather excitable type. As for which one of them is the wild animal, there are times when I'm not sure. I don't think that was necessary. Actually, I think I should withhold comment, since I'm not certain I understand this scene. Maintenant, ça lui arrivait à elle, et elle ne l'appréciait pas. C'est à la même époque qu'Hitchcock annonça prématurément le retour au cinéma de Grace Kelly pour le prochain film qu'il allait tourner. Pas de printemps pour Marnie.
Mais ses propos outrageux sur le sex-appeal de la princesse effrayèrent la principauté et firent capoter les négociations. Le bouleversement moral d'Alfred Hitchcock avait un lien avec son étrange fixation pour Tippi Hedren. La campagne publicitaire pour la sortie des Oiseaux fut des plus imaginatives, et il racontait à qui voulait l'entendre sa satisfaction à faire jouer sa nouvelle vedette. Et c'est tout naturellement qu'il lui proposa le rôle principal dans Pas de printemps pour Marnie. Au cours du tournage, Alfred perdit tout contrôle de lui-même. Avec Tippi, disait-il, je tiens ma plus grande actrice, celle que j'ai attendu de diriger depuis des décennies et qui me donne là la plus belle interprétation de tous mes films. Puis il se mettait à parler plus franchement et à raconter les sentiments qu'il éprouvait pour moi à n'importe qui. Je devenais de plus en plus anxieuse et ma seule préoccupation fut de terminer le film en évitant toute confrontation. Mais il ne me laissait aucun moment de répit et faisait porter du champagne dans ma loge chaque soir. Aux 2/3 du tournage, les choses dérapèrent jusqu'au harcèlement sexuel. Je le repoussai avec vigueur. Il ne m'adressera plus la parole, me faisant appeler cette fille avec dédain. You don't love me. I'm just something you've caught. You think I'm some kind of animal you've trapped. That's right, you are. And I've caught something really wild this time, haven't I? I've tracked you and caught you, and by God, I'm going to keep you. That should be quite enough. If you wish to hear more, you will have to buy a ticket. Pourquoi ? Il était marié, avait fait jouer les plus belles actrices du monde et jamais, jamais il n'avait fait avec elles ce qu'il a fait avec moi. Certains verraient dans cette histoire les affres d'un homme de 60 ans qui a vécu toute sa vie dans un refoulement complet. Il aurait pu trouver des femmes pour satisfaire ses désirs, mais ce qui importait à Alfred Hitchcock, l'éternel amoureux et l'homme des fantasmes, c'était la poursuite impossible du rêve. Il termina le tournage avec un profond désintérêt. Pas de printemps pour Marnie est un magnifique film malade. Ceux qui suivirent, Le rideau déchiré en 1966, L'étau en 1969, Frenzy en 72 et Complot de famille en 76 ne sont que de pâles copies de ces anciens chefs-d'œuvre. Alfred Hitchcock a perdu une bonne partie de sa confiance en lui. Puis vient le temps des honneurs, des hommages, des rétrospectives, la solitude au milieu des autres. Perclus de rhumatisme, le foie malade de tous les alcools et nourritures qu'Hitch n'a jamais su limiter, le cœur trop gros, trop fatigué, la fin se produisit le 29 avril 1980, sans suspense, sans violence, sans terreur. Tippi Hedren continue sa carrière. Elle joue pour Charlie Chaplin dans La Comtesse de Hong Kong. Elle se consacre aujourd'hui aux grandes causes humanitaires et écologiques. Elle a une fille comédienne qui a pour prénom celui de l'héroïne des Oiseaux, Melanie Griffith. Sa rencontre avec Hitchcock lui a ouvert les portes du cinéma. Les deux films qu'ils ont faits ensemble ont un parfum particulier. On y entrevoit l'intimité de Sir Alfred, sa face cachée et ses zones d'ombre révélées par une Tippi Hedren qui se serait bien passée de cette cour acharnée. Elle lui pardonnera puisqu'en 1985, elle participera à un des épisodes de la série Alfred Hitchcock présente. Puis elle fera une apparition dans Les Oiseaux 2, un hommage posthume à son mentor. Tippi Hedren restera à tout jamais la créature d'Alfred Hitchcock.